Bonjour chers élèves, on reprend nos cours de la matière sciences de l'ingénieur des troncs communs technologiques en traitant le troisième cours du module analyse fonctionnelle qui est le processus d'un système technique. Pour maîtriser la notion de processus et la notion de système technique, notre cours aujourd'hui s'appuie sur les points suivants. On commence par des définitions. On enchaîne par quelques exemples de systèmes techniques. On traitera aussi la modélisation d'un système technique par un actégramme ou bien ce qu'on appelle aussi le modèle fonctionnel. On continue par on parlera aussi de différentes natures des systèmes et on terminera notre cours par une activité où on testera les connaissances acquises. Commençons par une mise en situation. Qu'est-ce que vous observez devant vous? Oui. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un système de triage de briques représenté par un schéma 3 dimensions illustrant les différents éléments constituant ce système. Donc, le triage est assuré par un déplacement des briques. Si les briques sont de petite taille, elles seront placées dans la caisse 1. S'ils sont de moyenne taille, elles seront placées dans la caisse 2. Et s'ils sont de grande taille, elles seront placées dans la caisse 3. Donc, on se pose plusieurs questions afin de comprendre le processus de triage des briques. Donc, la première question, comment le déplacement des briques est assuré? Aussi, on se pose la question, comment le système puisse connaître la taille des briques? Et aussi, comment le transfert des briques se fait du tapis vers les caisses. Donc, cherchons la réponse à la première question qui était comment le déplacement des briques est assuré. Sur le schéma, on constate qu'on a un tapis repéré, tapé T1. C'est un tapis roulant qui se déplace afin de mettre les briques devant les caisses. Donc, à ce niveau aussi, on peut se poser la question comment le tapis roulant se déplace. Sur le schéma aussi, on constate qu'on a un élément repéré MT1, c'est un moteur électrique qui entraîne le tapis roulant. Son rôle aussi, il est contrôlé par un élément repéré KM1, c'est un contacteur qu'on va traiter dans la suite des cours. Donc, on a le déplacement du tapis roulant qui va mettre les briques devant les caisses. Donc, passons à la deuxième question qui était comment le système puisse connaître la taille des briques. Donc, sur le schéma aussi, on observe qu'on a des éléments repérés A, B, C qui détectent la taille des briques lors du déplacement. Bien sûr, en envoyant des rayons lumineux. Donc, ce sont des détecteurs ou bien aussi on dit des capteurs. Troisième question, donc c'est comment le transfert des briques, ou bien comment se fait le transfert des briques du tapis roulant vers les caisses. Après la détection des tailles des briques, si elle est de petite taille, elle serait arrêtée devant la caisse 1 et par la suite, l'élément repéré éjecteur, elle va sortir ou bien elle va être entraînée par l'élément V1, c'est-à-dire un vérin, c'est un vérin qui va faire sortir sa tige pour faire le transfert des briques vers la caisse 1. Si elle est de moyenne taille, elle serait arrêtée ou bien devant la caisse 2 et aussi donc l'éjecteur elle va sortir pour mettre la brique dans la caisse 2. Et la même chose se répète lorsque la brique elle est de grande taille, elle est arrêtée devant
la caisse 3 et l'éjecteur entraîné par le vérin V3, il va sortir ou bien il va se translater pour pousser la brique vers la caisse 3. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de ce schéma ou bien qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce système de triage? Oui, donc on observe que ce système est constitué de plusieurs éléments. Donc, chaque élément assure une fonction précise et aussi l'ensemble des constituants, bien des éléments, est organisé afin d'assurer la fonction de triage des briques. Donc, c'est ce qu'on appelle le processus d'un système technique. Donc, cherchons à définir les notions processus et système technique. Commençons par la notion de système technique. Par définition, le système technique est un ensemble d'éléments ou de constituants organisés pour satisfaire un ou plusieurs besoins. Aussi, par définition, la notion de processus se définit comme étant un ensemble d'activités interactives qui permet à un système technique de transformer des éléments d'entrée, qui sont des produits ou matières d'œuvre, en éléments de sortie, qui sont des produits avec valeur ajoutée ou services. Donc, citons quelques exemples de systèmes techniques. On reprend l'exemple de tapis roulant qu'on a vu sur le système de triage. Pour ce système, on va le traiter isolé. Donc, on va parler de ce système, de sa matière d'œuvre. On va aussi préciser la valeur ajoutée par ce système, sa fonction globale et aussi citer les matières d'œuvre entrantes et sortantes. Donc, le système tapis roulant, on a dit qu'il permet de transporter ou bien déplacer les pièces ou bien les briques. Donc, la matière d'œuvre sur laquelle agit ce système, c'est une pièce, elle est de type objet. La valeur ajoutée par ce système, c'est le déplacement ou bien le transport, ou bien on dit c'est transporter. La fonction globale du système est formulée par l'expression transporter un objet. La matière d'œuvre du système, la matière entrante, c'est la pièce en poste 1. La matière d'œuvre sortante, c'est la pièce en poste 2. Aussi, on cherche les mêmes éléments pour le système vérin qu'on a vu aussi sur le système de triage qui assure la translation des éjecteurs afin de faire le transfert des briques vers les caisses. Donc, ce système, il agit sur une énergie pneumatique. Donc, la matière d'œuvre, elle est de type énergie. Donc, la valeur ajoutée, donc on a dit que le système vérin pneumatique agit sur une énergie pneumatique. Donc, mais pour la sortie ou bien vers la fin, on reçoit de ce système une énergie mécanique de translation qui permet de faire le transfert des briques, par exemple. Donc, on va dire que la valeur ajoutée de ce système, c'est la conversion d'énergie. Donc, elle permet de convertir l'énergie. Donc, la matière d'œuvre entrante de ce système, c'est l'énergie pneumatique et sortante, c'est une énergie mécanique. On prend un autre exemple de système technique qui est le système clé USB. Donc, la matière d'œuvre pour ce système, ce sont des données numériques, c'est-à-dire la matière sur laquelle le système agit, ce sont des données numériques. Elle est de type
information. La valeur ajoutée de ce système, c'est stocker. Donc, elle nous permet de stocker ou bien mémoriser les données numériques. La fonction globale se prononce comme suit, c'est mémoriser l'information. La matière d'œuvre entrante de ce système, ce sont les données qu'on veut stocker, c'est-à-dire des données à mémoriser. Et la matière sortante, c'est données mémorisées, c'est-à-dire que le stockage des éléments ou bien des données numériques est assuré. Donc, ce sont des exemples des systèmes techniques. Donc, cherchons maintenant à définir qu'est-ce qu'on entend par la notion de matière d'œuvre et valeur ajoutée et aussi fonction globale. Donc, la matière d'œuvre se définit comme étant l'élément de l'environnement, soit physique ou humain, sur lequel le système agit. La matière d'œuvre peut être soit une matière, c'est-à-dire un objet, comme on a déjà vu, vêtements, légumes, café, etc. Ou bien peut être aussi une information, comme on a vu dans le cas de clés USB. Donc, soit des données à traiter, ou bien à afficher, ou bien à transmettre, à imprimer, ou à traiter, c'est comme on a déjà dit. Aussi, il peut être de type énergie, telle que l'énergie dans les batteries, les chargeurs, les transformateurs, les boîtes d'alimentation et aussi les accumulateurs d'énergie pneumatique, par exemple, ou bien ce qu'on appelle réservoir. Réservoir d'air comprimé, bien sûr. Aussi, on a la notion de valeur ajoutée qui représente ce que le système apporte à la matière d'œuvre. Aussi, elle est classée selon 3 catégories. Elle peut être transport, comme on a déjà vu, tel que le transfert ou bien déplacement ou bien communication. Aussi, peut être stockage, tel que le stockage d'informations, stockage d'énergie, tel que le stockage d'énergie électrique dans les piles rechargeables ou bien dans les batteries ou bien dans les réservoirs d'air comprimé, etc. Aussi, il peut être un arrangement tel que l'emballage, le montage et l'assemblage des pièces. Aussi, elle peut être de type transformation, tels que les traitements mécaniques, chimiques ou organiques ou bien biologiques. Aussi, on a la conversion d'énergie, tel que le cas des vérins ou bien des moteurs électriques qui transforment l'énergie électrique en énergie mécanique. Aussi, il peut être un traitement d'informations tel que le calcul, etc. Aussi, la fonction globale du système se définit comme étant l'action réalisée par un système pour transformer la matière d'œuvre entrante en matière d'œuvre sortante. D'accord? En matière d'œuvre sortante. D'une façon générale, la fonction globale est formulée par un verbe à l'infinitif suivi d'un complément. Passons maintenant à la modélisation d'un système technique par un actégramme ou bien ce qu'on appelle le modèle fonctionnel. D'une façon générale, la modélisation d'un système par actégramme se fait par un rectangle à l'intérieur duquel on note l'activité du système ou bien la fonction globale du système. Sous le rectangle, on note le nom du système. À droite, plutôt à gauche du rectangle, on note la matière d'œuvre entrante et à droite du rectangle, on note la matière d'œuvre sortante, c'est-à-dire ce qu'on reçoit du système. Et au-dessus du rectangle, on note les données de contrôle qui déclenchent l'activation du système. On reprend les exemples traités précédemment, on va essayer de les représenter à l'aide d'un actégramme. On prend le système tapis roulant. Donc, c'est un système qui assure la fonction
transporter une pièce. Sur quoi agit ce système? Il agit sur une pièce en poste ou bien en poste 1. Pour nous donner ou bien pour changer sa position afin de l'avoir en poste 2. Et bien sûr, pour que ce système puisse assurer sa fonction, a besoin de l'énergie. D'accord? Donc, c'est le modèle fonctionnel du système tapis roulant. On prend le deuxième système qu'on a traité, c'est le vérin pneumatique. Donc, c'est le système qui réalise la fonction convertir l'énergie. Il agit sur l'énergie pneumatique afin de nous donner une énergie mécanique. Et bien sûr, elle a besoin de l'énergie afin de réaliser sa fonction. Le troisième exemple, c'est la clé USB. Donc, c'est un système qui nous permettra de mémoriser une donnée. Il agit sur les données qu'on veut mémoriser, c'est-à-dire données à mémoriser, et nous donne des données mémorisées ou bien stockées. Et bien sûr, aussi, ce système a besoin de l'énergie afin de réaliser sa fonction. Passons maintenant aux différentes natures des systèmes techniques. Donc, on peut classer les systèmes techniques en 3 catégories. Premièrement, les systèmes non mécanisés ou bien ce qu'on appelle les systèmes manuels. Donc, ce sont des systèmes dans lesquels l'utilisateur apporte l'énergie nécessaire à la transformation de la matière d'œuvre et gère la succession des opérations. Donc, c'est l'être humain qui commande le système, c'est-à-dire il constitue la partie commande du système et participe par son énergie musculaire pour faire avancer la bicyclette, qui constitue la partie opérative. Donc, par exemple, le système bicyclette, donc, pour ce système, c'est l'homme qui donne l'énergie nécessaire pour réaliser l'action ou bien la fonction de ce système qui était se déplacer. Deuxième type ou bien deuxième catégorie, ce sont les systèmes mécanisés ou bien on peut dire aussi les systèmes semi-automatiques. Donc, c'est un système qui utilise une source d'énergie externe pour transformer la matière d'œuvre, mais on a toujours l'utilisateur qui gère la succession des opérations. Par exemple, le système hachoir à viande, donc c'est un système qui assure ou bien qui transforme la matière en utilisant une source d'énergie externe, mais toujours il y a la gestion des opérations par l'être humain ou bien par l'utilisateur. Troisième catégorie, ce sont les systèmes automatisés. Donc, c'est un système qui utilise une source d'énergie externe pour transformer la matière d'œuvre, mais la gestion de la succession des opérations est dirigée par un constituant de commande. Exemple, les portes automatiques. Donc, par exemple, les portes automatiques qu'on trouve dans les supermarchés, lorsqu'on s'approche de la porte, elle s'ouvre automatiquement sans l'intervention de l'homme. Donc, on dit que ce sont des systèmes automatiques. On prend un autre exemple où on va suivre l'évolution d'un système dès qu'elle est un système des systèmes store, dès qu'elle est un système mécanique jusqu'à la dernière version qui était le store automatique. Donc, on observe dans la figure numéro 1 donc, que l'homme ou bien l'être humain fournit l'énergie nécessaire pour faire descendre ou bien monter le store afin de se protéger des rayons solaires. Donc, dans ce cas,
c'est l'homme qui assure le contrôle et l'exécution des opérations. L'exécution des ordres. Sur la figure 2, donc on a l'être humain commande la descente ou bien la montée du store et contrôle bien sûr la succession des opérations, mais l'exécution de l'ordre est assurée par le système en utilisant une source d'énergie externe. Donc, l'homme intervient dans le contrôle et la gestion et le système exécute les ordres. La dernière version bien représentée sur la figure 3, donc c'est le store automatique. Donc, c'est le système qui monte ou bien descend en utilisant les grandeurs physiques captées par des détecteurs spécifiques de la lumière, bien la luminosité des rayons solaires et la vitesse du vent. Donc, dans ce cas, on n'a pas l'intervention de l'homme, donc c'est le système qui assure l'exécution des ordres et aussi qui assure le contrôle et la gestion des opérations. Donc, on a parlé des différentes natures des systèmes. Passons maintenant à l'activité. On fait le récapitule de ce qu'on a traité. Donc, on a un actigramme qu'on doit compléter à l'aide des éléments de réponse. Donc, compléter l'actigramme ci-dessous par les éléments de réponse suivants. Oui, donc, les éléments de réponse qu'on a, on a linge propre, lessive, eau usée, machine à laver, eau, énergie électrique, laver le linge, choix du cycle de lavage et linge sale. En lisant ces éléments, on constate que ce sont des éléments de réponse liés au système machine à laver. Donc, on essaie de compléter cet actigramme par ces éléments. Donc, on essaie de mettre chaque élément à sa place appropriée, ou bien à la place appropriée. Donc, prenons le premier élément, c'est linge propre. Donc, linge propre, c'est ce qu'on désire avoir, ou bien c'est ce qu'on souhaite du système machine à laver. Donc, c'est un élément qui constitue la matière d'œuvre sortante du système. Lessive, c'est-à-dire le produit nettoyant. Donc, pour entraîner le système machine à laver, on doit lui donner le produit nettoyant. Donc, lessive constitue la matière d'œuvre entrante du système. On a les eaux usées, c'est-à-dire les eaux utilisées. Donc, pour le système machine à laver, il constitue aussi la matière d'œuvre sortante. Puis, on a l'élément machine à laver. Donc, machine à laver constitue le nom du système. Elle sera notée au-dessous du rectangle. Oui, ensuite, on a l'eau. Donc, à la sortie, on a des eaux usées. Mais d'où viennent ces eaux usées? Donc, on doit donner l'eau pour laver le linge. On doit donner l'eau à la machine à laver. Donc, l'eau, constitue la matière d'œuvre entrante pour ce système. Aussi, on a l'énergie électrique. Donc, pour que le système puisse réaliser sa fonction, bien sûr, a besoin de l'énergie électrique. C'est une donnée de contrôle. Puis, on a l'élément laver le linge. Donc, l'expression, elle est formulée par verbe à l'infinitif suivi d'un complément. Donc, c'est la fonction principale du système machine à laver.
Ensuite, on a le choix du cycle de lavage. Donc, cet élément constitue un élément de contrôle qui déclenche l'activation du système. Donc, c'est une donnée de contrôle. Le dernier élément qu'on a, c'est le linge sale. Donc, c'est ce qu'on souhaite rendre propre, ou bien c'est ce qu'on souhaite laver. Donc, le linge sale, c'est une matière d'œuvre, d'entrée pour le système. Donc, vers la fin, donc on obtient l'actégramme de la machine à laver qui est rempli comme suit. À l'entrée, on met les éléments d'entrée, ou bien les éléments qui constituent la matière d'œuvre entrante. On met les éléments qui constituent les données de contrôle. À l'intérieur du rectangle, la fonction principale. En bas, le nom du système. Et en sortie, la matière d'œuvre sortante. Prenons le deuxième exemple. On doit compléter l'actégramme par les éléments de réponse suivants qui sont liés au système réfrigérateur. Oui, donc les éléments de réponse sont produits à la température ambiante, maintenir des produits à une température donnée, produits gardés à la température désirée, énergie électrique et température désirée. Donc, on met chaque élément dans sa position exacte. Donc, produit à la température ambiante, c'est ce qu'on donne au système réfrigérateur. Donc, c'est la matière d'œuvre entrante. Puis, maintenir des produits à une température donnée. Donc, on a maintenir, c'est un verbe à l'infinitif, des produits donc suivis d'un complément. Donc, il constitue la fonction principale du système, ou bien la fonction globale. Produit gardé à la température désirée, c'est ce qu'on veut obtenir du système, donc c'est la matière d'œuvre sortante. On a aussi énergie électrique et température désirée, c'est le réglage de la température désirée, ce sont des données de contrôle pour le système réfrigérateur. Très bien, donc vers la fin, on obtient l'actégramme ou bien le modèle fonctionnel du système réfrigérateur. Par cette activité, on arrive à la fin de notre cours aujourd'hui. On se retrouve la séance prochaine avec un nouveau cours à propos de la démarche analyse fonctionnelle. Merci pour votre attention.